Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Un épisode qui agite les débats entre fans nippons et fans occidentaux, on va dire. Bon, on va en parler. Là, t'as remarqué que le setup est assez particulier. Pourquoi? Parce que j'en profite pour faire l'annonce. Ce week-end a lieu l'événement spécial au Japon des 40 ans de Dragon Ball, le Genki Damatsuri, on en a parlé assez longuement sur cette chaîne. Et nous serons en live avec Darkose de 2h du matin à 10h, parce que l'événement va être retranscrit en live sur YouTube et nous on sera là pour réagir aux annonces en direct toute la noche et ça va être rigolo, ça va être incroyable, il y aura des invités, il y aura des happenings, ça va être incroyable, vous avez jamais vu ça sur cette chaîne, incroyable. D'ailleurs ça sera pas sur cette chaîne, désolé, ça sera sur la chaîne Le Chef Otaku. Voilà, place à la review maintenant. Oui. Alors, épisode 4 de Jujutsu Kaisen qui était très attendu de la part des fans du manga. C'était l'épisode où Maki Zenin devenait ultra déter et massacrait le clan Zenin à juste titre d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de découvrir un peu plus ce fameux clan Zenin, parce que dans Jujutsu Kaisen, parce que là justement je suis en train de relire le début, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo, un Jujutsu Kaisenologie hier sur la chaîne principale Le Chef Otaku, allez le voir, c'est une masterclass bien évidemment. L'univers de Jujutsu Kaisen avec le délire des clans, c'est quand même assez obscur, c'est pas méga expliqué le délire de clan dans Jujutsu Kaisen. Donc là, on focus un peu sur le clan Zenin. On savait que c'était un clan de bâtards, hein. De toute façon, tout le système lié à l'exorcisme, c'est un peu vu comme des vieux cons, des trous de balles, incapables d'évoluer et qui sont vraiment pas des gens bien, hein, vraisemblablement. Et le clan Zenin a l'air pire que tout. Bon, apparemment, le clan Gojo est pas mal non plus, mais bref. Et donc, on le savait depuis l'introduction de Maki, qu'elle était ostracisée, elle et sa sœur d'ailleurs, dans le clan Zenin, parce que sa sœur avait des pouvoirs pas fous et elle n'avait aucune énergie occulte, a priori. Donc là, il y a le nouveau clan, le nouveau chef de clan qui a été désigné, donc qui est donc Megumi. Alors, il y a un Bixby, parce qu'il a dit, ouais, c'est Naoya, mais si Megumi veut bien, bah ça va être lui, parce que voilà. Donc Megumi a dit, bon au début je voulais pas, mais du coup il a fait, allez, je veux bien, je vais devenir le chef du clan Zenin, je te donne le sceau pour aller ouvrir la réserve d'armes maudites, pour qu'on aille faire la bagarre pendant la traque meurtrière. Donc Maki, elle y va, évidemment tout le monde lui chie dessus, genre, ah non, t'as pas le droit d'y aller, elle fait, hey, ta gueule, j'ai le chef du clan m'a donné les clés, j'ai le droit d'y aller. Elle y va, et qu'est-ce qu'elle trouve? Bah, il y a sa mère sur la route qui fait voilà, bref, elle fait ta gueule maman, elle y va, et on découvre leur père qui vient de plus ou moins buter Mai, sa sœur jumelle. Là, tu te dis, c'est quoi ce bordel? Donc, on découvre quand même qu'elle était vraiment non seulement ostracisé au sein de son clan, mais détesté par ses propres parents. Le père, il a fait, bon, à cause de vous, je suis pas devenu le chef de clan parce que vos pouvoirs sont faibles, vous êtes des grosses merdes, vous me faites honte, je vais vous me débarrasser de vous, tiens, voilà, crevez, là, je vous balance dans une cave du domaine où on a enfermé des fléaux. Moi, ils ont peur de moi, mais vous, que vous êtes à moitié crevé, vous allez vous faire bouffer, là, on se débarrasse de vous. Vous avez gâché ma vie, ils se cassent. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, évidemment, tu grandis dans une famille comme ça, tu pas sain d'esprit. Voilà, et là, on commence à faire des flashbacks, on dit on comprend pourquoi le Toji s'est barré. Heu, parce que le Toji était déjà, mais quand tu vois d'où il vient, tu dis: «Bon d'accord». Bref, et donc suite à ça, bah, le personnage de Mai meurt et ça, c'est un truc que j'avais pas trop compris dans le manga, mais apparemment que c'est le cas dans l'animé. Elle meurt et elle devient son épée. Si j'ai bien compris, je crois que c'est ça qui s'est passé et il nous rajoute des règles sur l'exorcisme. Oui, les jumeaux dans le monde de l'exorcisme, c'est pas bien parce qu'en fait, c'est une seule et même personne et que du coup, leurs pouvoirs sont divisés en fait et en mourant, la Maï et j'imagine qu'elle utilise aussi son énergie pour ramener sa sœur, j'imagine et ben, en mourant, elle libère le vrai potentiel de sa sœur et donc elle a un potentiel au moins équivalent à celui de Toji Fujiguro, à l'époque. Sachant qu'il était très, très fort de chez Balèze, il était ostracisé, mais tout le monde se chiait dessus en sa présence, parce que le gars était plus ou moins invincible. Voilà. Si Gojo avait pas le plot armor.
il aurait gagné, très clairement. Et donc, c'est là que vient le cœur de l'épisode, le massacre du clan Zénine. Elle arrive à one-shot son père et puis après elle défonce tous les clans Zénine. Donc on en profite pour nous présenter un peu plus le clan Zénine, évidemment. Alors c'est là que ça a divisé. D'un côté, il y a les Occidentaux, on va dire les Américains. Les Ricains ont kiffé parce que l'animation mise en scène. Les Japonais n'ont pas trop kiffé parce que le storytelling, l'émotion n'était pas au rendez-vous. Et force est de constater que je vais être d'accord avec les deux. C'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, d'hommage, de clin d'œil, d'animation, c'était vraiment très 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 stylé. Mais en termes d'histoire, d'émotion, ça tape un peu à côté. Pourquoi? Je vais expliquer. Alors déjà, le côté mise en scène, j'ose espérer que tout le monde aura capté les références évidentes à Kill Bill. Hein, Kill Bill volume 1, Uma Thurman qui arrive dans le clan de je sais plus comment elle s'appelle là. Il y a les mecs masqués qui arrivent, qui l'encerclent avec des katanas. Le décor exactement le même. Les plans sont les mêmes. Évidemment, c'est un peu plus exagéré dans Jujutsu Kaisen, mais c'est clairement un hommage. La petite musique entraînante qui n'a rien à voir avec le massacre qui a lieu, c'est clairement un hommage. Le passage en noir et blanc où on voit que le sang. Là, ils ont gardé le sang rouge, alors que dans le film Kill Bill à la base, tout le passage en noir et blanc. On disait ouais, c'est un hommage au manga, alors qu'à la base, c'était pas ça. Alors, c'est devenu un hommage un peu au manga, mais à la base, c'est surtout parce que c'était trop violent. Donc, du coup, pour atténuer la violence à l'écran, pour le côté. Tu sais, il y a le côté classification des conseils aux mineurs, tout ça là. Bah, du coup, ça atténue la violence que le sang soit en noir et blanc. Là, ils ont pas pris ce parti-là, ils ont tout mis en noir et blanc, et il y a que le sang qui était en rouge, du coup. Voilà. Donc l'hommage est cool. Il y a des petits hommages aussi à Bruce Lee, sachant que Kill Bill, c'était déjà cette scène de Kill Bill, c'est déjà un hommage à Lady Snowblood, et c'est aussi un hommage au film de Bruce Lee qui s'appelle Fist of Fury, si je dis pas de conneries. C'est une scène très très connue des films de bagarre où Bruce Lee il est tout seul, il va défier un dojo à lui tout seul, il y a tout le dojo qui l'attaque et lui fait blablabla. Il y a un peu du même genre de scène dans Hitman. Il y a un remake de Fist of Fury d'ailleurs avec Donnie Yen. Non, avec Jet Li, j'ai dit de la merde. Il y a un remake de Fist of Fury avec Jet Li d'ailleurs. Voilà. Le moment où il fait son One Inch Punch, Maki a fait un One Inch Punch sur un gars, ça vient de là, je pense, si je dis pas de bêtises. Bref, donc on a eu l'hommage de l'hommage à l'hommage. C'était plutôt stylé. La seconde partie du combat était incroyable aussi quand elle prend tous les comment dire, tous les big guns des Zénines un par un, les one shot tous, bam 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 bam. Après elle se tape Naoya, elle le défonce. Il y a le flashback de Naoya où au final on comprend qu'en fait c'était un admirateur de Toji. Parce que petit, il pensait, ouais, il paraît qu'il y a un mec qui est banni, là, qui est un pestiféré, il doit être très laid, très nul, il doit avoir aucun charisme. Il le croise dans le couloir, il fait, oh putain, il est trop stylé ce mec. Je suis le seul à être digne de lui, même s'il n'avait pas d'énergie occulte. Donc c'est assez paradoxal, parce que le gars, il se présente comme étant un peu l'élu de la prophétie du clan Zénine, mais en même temps, son modèle, entre guillemets, c'est quand même un mec qui était Oni. Donc c'est assez intéressant. Alors, là où je vais rejoindre les fans japonais, c'est que oui, mise en scène, hommage, rythme, mais ça s'est fait un peu aux dépens de l'émotion. Parce que l'épisode qu'on nous raconte, c'est quand même censé être un épisode de rage froide de Maki Zenin. Peut-être un peu dans le manga, c'est peut-être un peu moins. Elle a l'air plus folle. Là, elle est un peu rage froide. Et on est censé être dans un moment d'émotion. C'est-à-dire, ça y est, elle en a marre, elle tue tout le monde. Elle vient de perdre sa sœur jumelle. D'ailleurs, au passage, je trouve que cette histoire de gémellité, c'est comme ça qu'on dit, entre les deux, ça a été globalement, jusqu'ici dans le manga et même dans l'animé, assez très très peu exploité. Sa sœur, on la voit, il me semble, on la voit juste dans l'art tournoi, puis après on n'en parle plus. Tu vois, mais on n'en parle pas avant non plus. Donc il fallait s'en débarrasser de cette histoire. Ça a été un bon moyen de s'en débarrasser et en même temps de s'en permettre pour construire le personnage de Maki. Donc pourquoi pas. Mais elle vient elle vient de perdre sa sœur et on a une scène cool. C'est-à-dire on a une petite musique entraînante et en fait on est plus dans le moment de la vengeance, de la juste punition. On est dans putain c'est cool. Ah c'est un problème. C'est un problème. Je peux comprendre que ça bloque.
Je peux comprendre que ça soit un peu décevant. Elle est en train de détruire sa propre famille. Alors le massacre a l'air d'être mérité. Après la question se pose, elle a massacré tout le monde, tout le monde? Je pense pas qu'elle a massacré les femmes et les enfants, je ne crois pas. Je crois qu'elle a juste la puissance de frappe des Zénines, elle l'a atomisé. Ça, c'est sûr, mais je pense pas qu'elle a massacré tout le monde, tout le monde. C'est censé être un moment, intense pour le personnage et ça a été transformé en je flex de l'aura farming, ce qui est un petit peu dommage. Même le moment où elle défonce Naoya, ça aurait dû être un moment un petit peu plus, presque solennel. Là, c'est vraiment en fait, «Tu qu'une merde, tiens, je t'éclate». C'est un petit peu dommage. Donc je comprends que ça peut être frustrant, qu'il y avait moyen de voir un truc qui avait vraiment un vrai impact et qu'en fait, on a plutôt misé sur le cool. Voilà. Parce que moi, tout le long de l'épisode, j'étais en train de j'avais un sourire comme ça, j'étais pas bouche bée par le truc qu'on me montrait, j'étais là: «Oh putain, c'est trop cool». Alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir un moment plus, poignant, plus, c'est trop cool, mais il se passe des trucs de dingue. Genre à un moment donné, elle cherche sa daronne: «Maman, tu où maman?» Zblah! Elle va buter sa mère et on trouve ça cool. On devrait pas trouver ça cool, on devrait trouver ça c'est une scène forte, c'est une scène importante ce qui se passe, c'est une dinguerie et on a trouvé ça cool. Voilà, après la mère qui se retourne contre Naoya et qui fait: «Ah, je suis content de vous avoir mis au monde». On aurait dû avoir le petit moment émotion que finalement leur mère, elle les a aimés quand même, ce qui était clairement pas le cas du père vu qu'il les a butés lui-même. Il y avait une ambiguïté vis-à-vis de la mère et là, non. Non, je l'ai pas trop eu. Tu te dis: «Ouais, d'accord» et on s'en fout et on passe très vite à autre chose. En fait, elle a fait un truc cool. C'était pas une scène de vengeance, c'était une scène de massacre. Tu vois ce que je veux dire? Dans Kill Bill, ça fonctionne parce qu'à la base, elle vient pas chercher les mecs là. Elle arrive, je veux Lucy Liu, là, je sais plus comment elle s'appelle. Quelque chose. Je sais plus c'est quoi son nom exactement. Bref. Elle dit je vais aller la taper elle. Elle lui envoie ses sbires. Elle les défonce. Il y a le petit groupe japonais qui fait une musique c'est cool parce que la scène n'est pas censée être lourde émotionnellement. Après, quand le combat final contre Lucilio arrive, là, c'est un peu plus posé, c'est un peu plus dans l'émotion, dans la vengeance, dans quelque chose. Voilà, quand les personnages se battent, il se passe quelque chose entre les 2 personnages. Là, ça aurait dû être ça, je pense, tout le long et ça aurait dû être ça aussi contre Naoya et finalement, le combat contre Maki se concentre plus sur Naoya que sur ce que ressent Maki, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aurait dû être l'épisode où on humanise le plus Maki, tu vois ce que je veux dire? Et finalement, c'est devenu juste, Toji gonzesse, Toji avec des nibards et qui aura farm. C'est un petit peu dommage. Mais c'était cool, c'était super bien fait. Je reverrai cet épisode avec plaisir. Mais je comprends la frustration des fans japonais, tout comme je comprends l'enthousiasme des fans internationaux, on va dire. Mais pour moi, c'était une demi-claque quand même. J'aurais aimé qu'on ait un peu qu'on ait les 2. Voilà, il y en a qui comparent ça, oui, c'est pas aussi intense que le combat Sukuna contre, Mao Raga. J'ai envie de dire: «Ah oui, mais justement parce qu'il y a pas ce» quand le combat Sukuna contre Mao Raga arrive, c'est déjà la merde, si tu veux. On est dans la merde. Il y a tout le monde est en train de se prendre une branlée, Megumi s'est pris une branlée, tout le monde est en train de perdre, et là, bam, Sukuna est libéré, tu te dis: «C'est encore plus la merde». Là, il y a Mahoraga qui arrive, les gars, ils détruisent tout et le gars, il détruit la moitié de Shibuya derrière. Donc là, forcément, il y avait un enjeu de fou. Voilà. Il y a l'animation, je sais pas si on peut comparer les 2 animations parce que les 2 scènes n'ont rien à voir, mais en termes de portée, je comprends qu'il y a moins de gravité, finalement, dans la scène de Maki, alors que ça aurait dû être au moins aussi grave, si tu vois ce que je veux dire. Donc je comprends les 2. Mais à part ça, l'épisode était quand même très, très stylé, des vraies références, très, très cool, une vraie réalisation. Il y en a qui gueulent parce qu'ils disent aussi que le plan où on voit, Toji est très différent du manga, mais bon, c'est une adaptation qui se contente pas, c'est ça qui est c'est une bonne chose, hein, ça peut être, une prise de risque aussi d'une certaine manière, mais c'est une bonne chose de voir une adaptation qui fait pas du case à case. Voilà. Comment ils ont adapté, le passage de Toji, moi je trouve qu'il fait le même effet. C'est différent, mais l'effet est là, hein. Ça fonctionne, mine de rien.
Donc voilà, donc là, le clan Zenin est complètement, défoncé, elle repart avec les armes. Bon, visiblement, elle sera jamais arrêtée pour ce qu'elle a fait, parce qu'ils ont pas trouvé de traces, en fait. C'est ça, si j'ai bien compris, le narrateur, il fait: «Bon, en fait, il y avait 27 gars». J'ai l'impression qu'il y en avait plus quand même. Il y avait 27 gars, il y avait les 3 piliers, je sais pas quoi là. Non, les quoi? Les flamboyants. Nul à chier déjà le pseudo le pseudo. Ils sont tous morts, mais bon, on sait pas trop qui c'est qui a fait ça parce que c'est de ce que j'ai compris, hein. Parce que, bah, il y a pas de traces donc c'est pas grave. Bref, donc un épisode très, très cool, qui montre qu'ils se cassent vraiment le cul pour faire des épisodes qualitatifs, hein, je comprends que certains aient été un petit peu déstabilisés par l'épisode 3 qui était un énorme tutoriel, mais ça montre quand même qu'ils en ont, dans le bide, sous le capot et que, on peut s'attendre à des grosses bagarres, des grosses mises en scène très, très stylées. Franchement, le travail d'adaptation de Jujutsu Kaisen est vraiment cool et sublime pour moi, le manga. Voilà, donc j'ai franchement hâte de voir la suite, et puis voilà! Maintenant, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide et n'oubliez pas d'aller voir le Jujutsu Kaisenology bien sûr. Je mettrai le lien dans la description. Oui.